2 ans après leur premier passage dans Home Cinéma, j'ai le grand plaisir de retrouver Adil El Arbi et Bilal Fallah. Eh ben, ça va. Ça va, frérot. Ça va. Ça va. Content de vous voir, les gars. Après Black, le tandem de cinéastes flamands vient tout juste de sortir Patser, un film pop très maîtrisé et coproduit par Nabil Benyadir. Tourné et monté avec une incroyable efficacité, pourvu d'un casting atypique, Patser n'est pourtant pas leur seul fait d'armes depuis notre dernière rencontre. C'est que depuis Black, tous se précipitent dans leur jeune carrière. Remarqué à Toronto, parrainé par l'un des plus gros producteurs américains de films d'action des années 90, ils se sont vus propulsés sur le marché US avec la réalisation de la série Snowfall, actuellement sur BTV. Avec d'autres projets hollywoodiens en préparation, un enthousiasme et une complicité intacte, Adil El Arbi et Bilal Fallah se livrent généreusement et avec lucidité. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Bon, Bilal, Adil, je suis vraiment bien content de vous recevoir dans cette modeste émission. Merci Fabrice. Pour votre 3e film. Ouais. Hein, on vous a reçu il y a un peu plus d'1 an pour Black. Ouais. Là, vous êtes de retour pour Patser. Depuis Black, il s'est passé plein de choses dans votre carrière qui est en train d'exploser complètement. Parlons de Patser, qui est une tentative complètement pop, complètement frappadingue, qui se passe à Anvers et qui explose une fois de plus le cinéma belge dans une espèce de mainstream pop psychédélique et admirablement structuré et articulé, vraiment. Mijn naam is Adam. Ik ben de zanger, Tombola meisje, jij weet. En ik zit een motherfucking passer. Kijk aan het Christendom, dat is Windows. Islam, dat is Apple. Want Apple is de nieuwe shit, dat is Wij waren de patters van 2020. Het keel. We waren de fucking Ninja Turtles of de 4 Musketeers. En zolang ze er voor elkaar zijn, zal niemand ons kunnen neuken. Waarom trouwen jullie eigenlijk niet met elkaar? Ja, maar dat is Comment dat gaan, hè? Snap je? Dat is familie, is dat bloed. Dat is gelijk mijn zoon. Patser, c'est plus ou moins basé sur une putain de vraie histoire qui s'est passée à Anvers. En fait, c'est l'histoire de 4 potes, 3 garçons et une fille, qui ont l'idée lumineuse de voler de la coke de la mafia colombienne et de la mafia hollandaise, en fait. Antwerpen, dat is de coke-hoofdstad van Europa. De crème de la crème van deze stad die snoofde erin even. Dat is niet normaal. Deze shit, dat was het witte goud. En eindelijk verdienen we dikke volle zakken vloes. Le film commence pratiquement comme Les Barons. Ouais. C'est 4 potes, tu vois, dans une petite cité d'Anvers, qui s'emmerdent, qui savent pas quoi faire. Les barons flamands, en fait. Les barons ouais. flamands. Ouais. Et ça bascule vers du Spike Lee, assez violent même. En fait, dans Les Barons aussi, Nabil, il a travaillé au scénario, il est le producteur du film. Et c'est ça aussi, ce film-là qui était... Nabil Benyadir. Et c'est un réalisateur qui a beaucoup de talent, qui a fait Les Barons, qui était aussi une comédie. Mais quand même, parfois, il y avait des scènes qui étaient aussi très dures et très réalistes. Et c'est cette atmosphère qu'on voulait essayer de reproduire aussi dans Patser. Wie is die patser? Dat is Lana Marie. Marie, wat voor een hoerennaam is dat, joh? Ja, die heeft de naam van een hoer. Dat is echt geen poes. Dat is echt zwaar zieke gast. Dat is geen patser, dat is een patser, snap je? Echte G. Salvatore Totorina-type, dat. Dat is een paar jaar geleden nog een larf van een strontvlieg, zoals wij. En die groeiden op in de Bijlmer. Waar ligt dat? Amsterdam Zuidoost, dat is een veel. Dat is gelijk Keel, Burgerhout, fucking Molenbeek van hier. De fucking real nigger. Le film commence presque comme une comédie pop. Ouais. Et ça termine, ça bascule carrément dans la chronique sociale, parce que forcément, il y a un background, c'est ancré socialement. Et en même temps, on n'est jamais dans un réalisme... C'est pas comme Black ou c'est pas... C'est presque un comics, quoi. On est dans des couleurs, dans des explosions. Il y a des personnages qui sont très archétypes. Comment vous avez imaginé tout ça, en fait? Pour nous, on a grandi avec les films de Scorsese, de Spike Lee, aussi Oliver Stone, quelque part aussi, c'est l'un de nos réalisateurs préférés. Donc ce sont des gens qui ont une maîtrise du cinéma vraiment top. On sait que ce sont des réalisateurs du côté technique, mais d'un autre côté aussi, ils parlent de quelque chose. Et surtout quand on voit les films de Spike Lee, mais c'est très proche de l'univers de Spike Lee, des premiers Spike Lee. C'est quelque part, il a une critique sociale, c'est un truc très réaliste, mais c'est aussi hyper stylé. C'est quelque part pas réaliste aussi. C'est cette combinaison. Et en lisant l'histoire, moi j'ai grandi à Anvers, donc c'est une ville qui est connue pour ça, pour la cocaïne, pour aussi les gangs, qui sont différents des gangs de Bruxelles.
Et ces jeunes-là qui dealent de la coke, eux-mêmes vivent dans un clip de musique. Eux-mêmes, ils sont inspirés par les jeux vidéo comme GTA V. Ils croient eux-mêmes qu'ils sont Scarface, en fait. Donc c'est une nouvelle génération de gangsters qui sont inspirés tellement par la culture pop, comme nous on aime bien, comme nous les Scorsese, les films de Tarantino, que pour nous c'était un truc intéressant parce que ces personnages-là vivent dans ce monde-là aussi. Volt, dat was een hyperkineet. Altijd onder de hoogspanning. Die zegt zichzelf als een personage van een gangsterfilm. We moeten gangsters zijn zoals we mij sabe. Zoals Tony Montana. Badia, dat was een kickboxer. De JCVD van de wijk. Raak je aan met één vinger en die breekt je hand. Vous trouvez un vrai ton qui est proche presque du comics. Bilal, c'est un grand fan de comics. Ouais, à fond. À mort. Ouais. Mais mon père était un grand fan de comics. J'ai eu des livres quand j'étais jeune. J'ai même dessiné des comic books. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça en place aussi rapidement? Le scénario même, ça a pris quand même du temps parce qu'on avait déjà l'idée avant Black. Et la difficulté dans le scénario, c'était trouver la bonne tonalité parce qu'on ne savait pas ce que c'est comédie ou c'est sérieux. C'est ça. Ça a balancé. Longtemps, c'était vraiment comédie, mais après, plus on était en train de rechercher l'histoire et trouver des bons personnages, plus on se disait, OK, non, ça ne va pas être totalement comédie. Il y aura quand même un fond dedans. Et on voit alors tous ces styles, on voit le film de Armin Nicorain avec toutes ces lumières, ces néons. On voit aussi que l'atmosphère des années 80, c'est très populaire aussi. Et nous, on adore ces années-là, donc on veut essayer de trouver ce style. Et tu veux dire le style visuel? Le style visuel, mais aussi le style de la tonalité où on fait un mélange entre un jeu d'acteur quand même réaliste, un jeu d'acteur où il y a une réalité, où il y a un vrai danger, où c'est quand même quelque part social aussi, et quand même super stylé. Amberes está más peligroso que una diarrea a la medianoche, mi hijo. A usted se le metió algún sapo. Er zijn geen ratten in mijn familie. Nooit geweest. Het is derde wereldoorlog. Met de horen! Ik zweer op mijn moeder aan, dan gaat het kloppen vanavond! Die had je niet graag, of wat? Dat zijn uw zaken. J'aimerais qu'on parle du casting, parce que, encore une fois, voilà, il y a un patchwork de comédiens, de jeunes comédiens absolument insensés, de toutes les couleurs. Comment vous les avez trouvés tous ces gamins? Plusieurs des acteurs sont des potes. on le connaît depuis longtemps. Mais Matteo Simoni, qui joue le rôle principal, on le connaît déjà, ça fait 7 ans. Et Matteo Simoni, c'est l'acteur flamand le phénomène, c'est le plus populaire, tout le monde en Flandre l'adore. Et c'était intéressant d'avoir ce mix entre lui qui a tellement d'expérience, qui fait vraiment partie de l'establishment des acteurs flamands, et ces autres mecs qui n'ont jamais joué, cette fille qui n'a jamais joué, qui pour la première fois... Vous aviez fait avec la petite Martha voilà. Naro, qui est formidable d'ailleurs. Voilà, donc ça a tellement bien fonctionné avec Black qu'on cherchait toujours cette énergie. On aime bien donner la chance à ces gens-là qui, autrement, n'auraient pas tellement, aussi facilement une chance de jouer un grand rôle dans un film flamand. Ce que j'aimerais comprendre, c'est en fait, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui vont chercher des acteurs qui ne sont pas connus, et souvent c'est catastrophique parce qu'ils ne savent pas les faire jouer. Ouais. Et vous arrivez vraiment à les rendre... Alors, est-ce que c'est l'énergie que vous influez sur le plateau, mais tous les comédiens sont tous au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est moins bon. C'est un traumatisme de Saint-Lucas. À l'école de cinéma, quand on commençait, c'était à Saint-Lucas. Il y avait aussi Roskam qui nous a donné des cours là, et Patrice Toye, qui est aussi réalisatrice. Et nous, on savait pas, on prenait toujours nos potes, on jouait nous-mêmes. Et après, ils disaient non, le film est naze parce que j'y crois pas. T'y crois pas à quoi? Les acteurs. Ouais, mais on n'a pas de thunes pour des acteurs. Je n'ai rien à foutre. Si les acteurs sont pas bons, le film n'est pas bon. Et ça nous a tellement traumatisés. Aussi, Roskam nous disait toujours, en tant que notre prof, tu es aussi bien, tes acteurs sont aussi bien que le pire de tes acteurs. Donc s'il y a un qui est naze, en général, tout est naze. Donc c'est l'équipe de football, il faut que tout le monde soit au même niveau. Et ça nous a vraiment stressés. Chaque fois qu'on réalise, on reste toujours à voir la voix de Roskam derrière nous. Genre non, c'est pas assez bon, il faut vraiment les pousser. C'est pour ça que le casting est aussi tellement important. Vous les poussez comment sur le plateau, par exemple? Moi, peut-être des fois, je suis plutôt visuel et lui avec les acteurs, mais
ça peut changer. Mais le truc est qu'on parle beaucoup avec les acteurs. On connaît leur personnalité et si tu connais quelqu'un, tu sais comment le diriger vers le truc que tu veux. Mais quand ce sont des plans qui sont composés, comme par exemple l'arrestation, tu vois, l'arrestation qui est un plan très très composé, tu vois, enfin vraiment, où il se passe énormément de choses, vous avez des entrées de chant, des sorties de chant, enfin c'est quand même très composé. Et en même temps, c'est éminemment juste, réel, quoi, vrai. Comment vous travaillez la mécanique visuelle avec la spontanéité des comédiens? Ouais, c'est un truc qui même, c'est un truc magique en fait qui se passe sur le plateau. Combien de prises par exemple pour ça, il y avait quand même beaucoup de prises parce que ce putain de tram n'arrivait pas à faire. C'est à cause du tram, pas à cause des acteurs. Non, et parfois à cause des acteurs qui n'ont pas encore souvent joué, ils jouaient bien, mais ils savaient pas toujours où était la caméra parce que ouais, c'est des acteurs on a déjà expliqué à tous les acteurs, tu vois, c'est pas juste jouer, c'est aussi jouer avec les caméras. Tu dois vraiment savoir où est-ce que les caméras sont, où est-ce que toi tu es. Des fois, je faisais comme ça et je dis, la caméra va être là et toi, t'es déjà là, on te voit pas. On explique vraiment c'est quoi les techniques, le visuel est super important. Mais ce qui est bien, en fait, des gens qui sont pas encore hyper professionnels, quelque part, sont plus faciles que... Ouais, nous, on a toujours fait des courts-métrages avec des acteurs non professionnels, donc ils écoutent juste ce que tu dis. Donc c'est utile parce que, voilà, on leur explique. Jouer, ça veut dire c'est jouer, mais c'est aussi jouer avec la caméra, sinon tu vas faire du théâtre. Et alors là, ils sont vraiment hyper concentrés, en fait. C'est ça qui est bizarre. On dit aussi, si toi tu foires, on doit refaire tout et tout le monde doit refaire... Donc, alors tu dois vraiment être... responsabilisé. Ouais, donc il y a une sorte de concentration vraiment très, très élevée qui fait en sorte que ces acteurs aussi quelque part se lâchent dans le rôle. Ils sont dans le rôle, ils pensent aux techniques, mais ils sont tellement dans le rôle qu'ils pensent même plus à jouer. C'est ça qu'on essaie d'atteindre, c'est cette authenticité. Denk je dat je een snelle jongen bent? Snelle jongen, ik laat jou zien wat snel is. Dat travestiet, dat grap. Oké, dit spreken we af. Als ik win, komt die geile tongpo hier op mijn pook zitten. Laat ik zien hoeveel fucking PK ik heb. Pak kankergeit. Fucking webspeler Schmidt, ik zei die alles de tong eruit. Is dat voor of nadat ik haar Vlaamse kutje heb geleerd? J'ai une question par rapport à la scène que vous avez tournée au Maroc. Le Maroc, notre pays, qui est assez incroyable parce que là, vous explosez en fait les codes visuels du Maroc qu'on présente souvent comme, tu vois, où c'est souvent des cinéastes un peu arty qui dépeignent un Maroc, tu vois, un peu laborieux, un peu difficile. Et là, vous en faites un Miami, quoi. C'est c'est Miami Beach, c'est Spring Breakers. Ouais, exactement. Ben, c'est parce que les patseurs, tu vois, les Marocains de la Hollande, la France, la Belgique, tous ceux qui ont un peu de thunes ou qui veulent montrer qu'ils ont de la thune, ben, en été, ils vont tous au Maroc. Et eux, dans leur tête, c'est Miami, tu vois. C'est comme Scarface à Miami, mais avec eux, attends, ils vont pas dans le vrai Miami, ils vont chez eux. Mais alors, voilà, et c'est pour ça que tu vois là-bas vraiment en été, tu les vois, toutes ces voitures-là, ces lunettes et tout ça. C'est pour ça les boîtes de nuit, tout ça. Voilà, les hôtels. On s'est basé sur notre jeunesse. Quand nous, on va là-bas. Pour moi, à Tanger, c'était Miami. C'était vraiment... Voilà, donc c'est pour ça que c'est notre vision de Tanger. Pour nous, Tanger, c'est Miami, en fait. De zomer komen er meer dan 4 miljoen Marokkanen het land binnen. Dat wil zeggen, draaien over de hele wereld, gelijk België. En ja, fucking Holland. Marokkanen zijn al loco, iedereen weet dat. Maar Hollandse Marokkanen, why yo, dat is radioactieve Tjernobyliaanse fucking Fukushima shit. Politie, uw vriend. Revenons à la présentation de Black à Toronto. Depuis, vous êtes sollicité partout. Vous avez, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il y a des annonces qui sont faites un peu tout le temps sur des films que vous allez faire, réaliser, signer. Mais on sait qu'aux États-Unis, les effets d'annonce sont souvent légion. Maintenant, dans les choses concrètes que vous avez fait, vous avez signé le pilote d'une série FX qui s'appelle Snowfall. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
Snowfall était une expérience, c'était le premier job qu'on a fait à Hollywood. Et là, on a vraiment l'expérience de... voilà, les grands studios, ils ne te donnent pas la liberté artistique. T'es vraiment, tu dois expliquer à tout le monde. Chaque fois quand tu mets un choix, il y a 30 producteurs qui te disent non, tu dois faire ça et ça et ça. Et t'es frustré. Vous avez appris beaucoup quand même sur Snowfall. Oui, on a appris d'un côté, on a appris à réfléchir pourquoi tu fais quelque chose, parce qu'il faut avoir 35 arguments en producteur. Et ce qui aide aussi quelque part d'un côté cinéaste. Et d'un autre côté, bah ouais, tu réalises quand même un truc avec 200 personnes sur le plateau qui te regardent, il faut trouver des décisions rapides, il faut raconter quelque chose qui fonctionne aussi. Les producteurs viennent chercher les talents européens ou partout dans le monde pour leur singularité, pour leur liberté. Et une fois qu'ils sont dans le système américain, en fait, ils te cadrent. Ils te pressent pour que tu rentres dans leur moule à eux. Ça, c'est quand même assez complètement schizophrénique. C'est bizarre. C'est aussi parce que c'est leur thune. Une fois que c'est de la thune de quelqu'un, c'est pas comme ici où c'est subsidié, c'est quand même un truc artistique encore. C'est quand c'est la thune de quelqu'un, c'est déconne pas non plus, tu vois. Parlons justement de la scène d'ouverture de Snowfall. C'est une scène que vous avez réussi à imposer, ça? C'est difficile, mais finalement, nous et Robert, le caméraman, ben ouais, c'était le premier plan qu'on avait. Donc c'est une scène où vous montrez à voir le groupe d'enfants et... Ouais, voilà, donc c'est un des enfants qui court, c'est comme ça, la série commence comme ça, ils courent et puis après on voit les personnages principaux et puis après il y a un plan de drone où on voit tout South Central avec les palmiers, tout ça, et on voit ce quartier que maintenant aux États-Unis ça a une connotation de ghetto, mais à ce moment-là en 83 c'est pas encore comme ça, il n'y a pas encore eu l'épidémie de crack. Et c'était difficile parce que c'était hyper visuel et tout ça, c'était vraiment un truc qui voilà, pétait le feu, mais les producteurs ils disaient ça raconte quoi ce plan? Et moi pour déconner j'ai dit bah ça raconte que c'est cool. Le plan est cool. Non, tu vas pas faire ce plan. Parce que ça prend du temps, tu vois, t'as un drone, ça te coûte la thune. Donc on devait trouver vraiment une explication. Vous avez tourné où ce plan? À South Central, ouais, donc c'était vraiment dans Et comment vous avez réussi à le faire valider ce plan? Après Bilal, il a expliqué, il a trouvé une histoire, il a expliqué avec les personnages l'histoire, pourquoi cette saison devrait commencer comme ça, avec vraiment du fond, et 35 arguments. Et après, ah ouais, un truc intellectuel, ok. Tu peux faire ce plan, tu vois? Parlons de Jerry Bruckheimer, donc producteur légendaire, producteur de Top Gun entre autres, et de plein de choses, qui appartient à un âge d'or du cinéma américain des années 80, qui vous a débauché pour la franchise du flic de Beverly Hills. Comment ça s'est passé, ça? C'est l'un des premiers fans de Black, en fait. C'est la première fois qu'on est rentré à Hollywood. Il y avait un meeting avec Jerry Bruckheimer, il était là, avec un grand desk. C'était vraiment... Il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, et il a dit, les gars, j'ai un Black, mais l'humour. Vous avez de l'humour? C'est ça la question qu'il avait posée. Et on a dit, bien sûr, ouais. Donc, mais alors, on a directement demandé, ouais, Bad Boys 3, on peut le faire? On a dit non, il y a déjà un réalisateur. Et après, alors, il y a eu le scénario de Flic de Beverly Hills 4. Et on l'a pas lu pendant 2 semaines parce qu'on se disait, ça va être quoi? Ça va être de la dope.
Jusqu'à ce que mon manager ils ont dit lisez-le, c'est pas ce que vous croyez. On l'a lu et c'était super cool. Ça se passait totalement à Détroit en fait. Et on comprenait pourquoi ils nous ont demandé à nous parce que la ville de Détroit, il y a un personnage, c'est assez dark. Incroyable. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt comme le premier film. Et voilà, c'était un honneur de pouvoir faire ça. Mais bien sûr, c'est Paramount et. Mais tout ça doit être validé par Eddie Murphy ou pas? Et ouais, Eddie Murphy s'il dit non, tu fais rien. Mais. Et vous l'avez rencontré, Eddie Murphy? Ouais. On est parti chez lui à la maison. Hey! I got beer. Watch out, this deck is very slippery. There's beer in the refrigerator, and if you like, you go behind the bar, make yourself martinis. Wait a second, y'all on duty. Est-ce que vous pourriez vous projeter dans un Star Wars ou un spin-off ou quelque chose comme ça? Oui, je crois qu'on pourrait le faire parce que ça dépend. Si nous, notre rêve, ça serait toujours de pouvoir faire des films encore en Belgique ou en Europe et combiner avec des gros films américains. Si on a plus de pouvoir en faisant un film comme ça, pour après faire un truc qu'on veut faire nous-mêmes, vraiment, qui va coûter beaucoup moins cher, mais on peut le faire parce qu'on a quand même fait ce gros film de franchise. Je crois que ça serait bien, ça serait intéressant pour nous en tout cas. J'ai l'impression que vous avez vraiment très très peu de complexe par rapport au cinéma. Tout ce qui vous intéresse, c'est de faire, en fait. C'est de fabriquer des films. C'est faire des films. Ouais, Dans une espèce d'insouciance, de légèreté. Forcément, vous allez vous confronter à des difficultés. Ouais. Donc vous allez de moins en moins insouciant. Ouais. Mais il y a quelque chose comme ça qui est... C'est la mentalité. Si tu vas faire un Star Wars, il faut déjà dans ta tête que tu sais que tu vas faire un Star Wars. C'est ça le truc. Il y a déjà un monde, c'est déjà... Voilà, tu acceptes les contraintes, tu acceptes que tu vas aller dans leur système. C'est comme si tu vas faire une pub. Tu acceptes, tu vas faire une pub. Donc tu vas pas essayer de raconter ton histoire personnelle ou ta vision personnelle sur les choses complexes et tout ça. Si tu fais ton film toi-même, là, il faut avoir cette totale liberté. C'est pour ça qu'on espère... on veut pas faire que ça. Si on a la chance de faire un Star Wars, on veut pas faire que ça parce que sinon aussi, en tant que réalisateur, on va nous perdre aussi. C'est pour ça que nous, on voulait faire Pas de sœur le plus vite possible en Belgique parce que après un moment, on est dans ce système hollywoodien où tu cesses de réfléchir, tu fais ce qu'eux, ils veulent et tu prends plus de risques et tu n'as plus de vision. Don't move! Turn over! Way to go, Rosewood. You're some kind of cop, you know that? Sorry for the disturbance, folks. Everything's under control. C'est toujours un plaisir de vous voir, vraiment. Je pense que vraiment, il faut aller voir Pas de serre. C'est formidable. J'en pense que du bien. C'est magnifique. Vous avez des super vestes. Ouais, voilà, tu vois, c'est promo, tu vois. Bon vent à vous deux, vraiment. Faites tout bien. Et puis un de ces quatre, sûrement. Okay. Merci, frère. Bah. Fusillade homérique et nostalgie cinéphilique, Laissez bronzer les cadavres d'Hélène Caté, Bruno Forzani est déjà sur nos écrans. Un univers impitoyable et hallucinatoire pour leur troisième long métrage qui creuse toujours plus loin sa recherche formelle. Présentation express des enjeux du film par ces deux réalisateurs. J'ai découvert Manchette. J'ai lu son premier roman coécrit par Jean-Pierre Bastide. C'était donc Laissez bronzer les cadavres. Et quand je l'ai lu, j'ai eu des visions de western à l'italienne. Il se planque ici. Ce qui était original, c'est que c'était un polar, mais à la mode d'un western. C'est un huis clos à ciel ouvert. Et donc nous, on est très aussi inspirés par le cinéma de genre italien des années 70. Pour le western, tu as Sergio Leone, qui est aussi un super plasticien, et c'est du cinéma pur. À la fois, c'est un cinéma qui est divertissant, et à la fois, c'est un cinéma de recherche, où en termes de musique, tu as les musiques d'Ennio Morricone, par exemple, qui sont splendides. Et après, il y a tout un travail sur l'architecture, sur les décors. Maintenant, il faut les tuer, tous. On s'est rendu compte que c'était, en faisant le casting, que c'était un film de groupe et que c'était pas des individualités qui primaient, mais des interactions. Bernie Bonvoisin, qui est donc le chanteur de Trust, on l'a pas pris parce qu'on est fan de Trust, mais parce qu'il correspondait à ce qu'on recherchait pour le personnage de Gros. C'est quand même plutôt un univers masculin. Ouais. Et en prenant le personnage de Luce, interprété par Lina Lowenson, qui est secondaire dans le roman, et en le mettant comme personnage principal dans le film,
tout d'un coup, ça féminisait beaucoup cet univers-là. Ouais. Et elle prenait une place très importante dans l'action. Il y a ce côté aussi Eros et Thanatos, très latin, où il y a ce mélange d'érotisme et de violence, qui, voilà, ce contraste entre la beauté des décors et la carne, hein, la chair, qui vient de ce cinéma-là, qui se dégage de ces films et qui nous plaît énormément. C'est une sorte de poésie très, très latine que nous on récupère pour raconter nos histoires. Quelques jours avant de connaître les lauréats des Magritte 2018. La cérémonie qui, comme chaque année, met à l'honneur le cinéma belge, s'apprête donc à couronner des films sortis en 2017, dont certains cumulent les nominations. Noces de Stéphane Strecker, Chez nous de Lucas Belvaux ou encore Inseriate d'Ode Hook ou Paris Pieds Nus sont les grands favoris et pas moins de 13 de ces longs métrages sont coproduits par BTV. Pour la liste complète des films nominés, www.lesmagritteducinéma.com. Animation garantie dès le 9 février à Flagey et à la Cinémathèque. Pour sa 37e édition, le festival Anima fait venir Peter Lord, l'un des fondateurs des studios Hartman. Le papa de Wallace et Gromit viendra dévoiler en avant-première Crowman, son dernier long métrage comme réalisateur. Pour ma part, j'aurai le grand plaisir de présenter Des cow-boys et des Indiens, le cinéma de Patard et Aubier, le parcours de deux créateurs, le portrait d'une formidable histoire d'amitié de 30 ans et le témoignage d'une époque riche et incroyable du cinéma belge. Toutes les infos sur www.animafestival.be. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut!